On va démarrer tout de suite. Alors déjà, comme c'est une thématique un peu technique, que peut-être tout le monde ne maîtrise pas forcément, je vais vous proposer de vous présenter. Et notamment pour toi, Paul, tu as ta casquette de PDG d'entreprise, mais aussi nous partager ce que tu fais d'un point de vue investissement pour positionner un peu le sujet. Et puis après, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Si tu veux, tu peux commencer, Paul, je t'en prie. Eh ben, écoute, Paul Lay, j'ai 42 ans. J'ai monté la belle vie il y a 10 ans avec mon cofondateur Alban qui n'est pas là apparemment. Aujourd'hui, c'est une taille d'entreprise de 600 personnes et on ne va pas être loin des 100 millions d'euros. Il y a un an, on a été un peu à la une des journaux parce qu'on a repris notre concurrent Frishti, voilà, qu'on intègre. Et ça fait un groupe retail aujourd'hui. À côté de ça, j'investis un tout petit peu. Et depuis quelques temps, je prends un peu plus de plaisir et de temps pour accompagner et investir dans les entrepreneurs qui sont hors du périph'. Voilà. Super, merci. Et toi, Romain ? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de Teampact aussi, nous expliquer un peu le fonctionnement ? Alors moi, à l'origine, je suis également entrepreneur, mais pas à cette échelle-là, dans l'affiliation sur Internet. Moi, j'étais tout seul soirée week-end. Mais bon, ça a bien marché pour moi. J'ai eu de la chance en tant qu'étudiant entrepreneur dans l'affiliation sur Internet. Grâce à ça, j'ai pu faire, en 2010, j'ai fait partie de l'équipe fondatrice d'un fonds qui s'appelle Caphorn, qui investissait de manière plus traditionnelle, pour le coup, dans des logiciels plutôt destinés aux grands groupes. J'y ai passé 11 ans, on avait à peu près 200 millions sous gestion. On a vendu ce fonds en 2021 et grâce à cette vente, j'ai pu fonder un deuxième fonds qui s'appelle Teampact, du coup, avec deux associés, Benjamin Kayser et Basile Aguet. L'originalité de Benjamin, c'est que c'est un ancien rugbyman international qui a 40 sélections en équipe de France et qui a cette passion d'essayer d'amener le meilleur du sport de haut niveau dans le monde de l'innovation positive. Et donc, effectivement, en tant que fonds, on investit sur des sujets qui nous paraissent utiles, climat et santé, avec une ambition globale. On pense que ce n'est pas parce que tu fais des choses utiles que ça ne va pas gagner d'argent. Et avec des gens bien, on essaye de mettre le plus d'emphase possible sur l'épanouissement du capital humain et sur, typiquement, la diversité dans les équipes. Et donc, on a plusieurs axes. Le premier, effectivement, c'est la force issue de profils issus du sport, qui sont très différents des profils issus des parcours scolaires, qui ont une relation à l'échec qui est très différente, une capacité à rebondir, etc. Et en fait, dans cette même veine, on a créé une initiative qui s'appelle Tremplin Capital, qui, dans la même logique, a vocation à investir dans des entrepreneurs issus des QPV, donc quartier prioritaire de la ville, qui est géré par Malia Metella, qui est une ancienne sportive, qui est double médaille olympique de natation, Alice Bonhombier, qui est une ancienne tech star de Google, et Daniel Hirso, qui est un peu le pape de la Startup Nation dans les dom-toms. Et en fait, tout ça, pour nous, est un peu une même logique de, effectivement, valoriser des profils qui sont issus de parcours différents ou d'origines sociales différentes. Évidemment, dans le sport, il y a beaucoup de sportifs qui sont issus d'origines sociales modestes. Et nous, on pense qu'il y a énormément de valeur à ça et que la société en a besoin de manière extrêmement pragmatique. Hein. On n'est pas un acteur politique d'aucune manière. On pense juste que c'est ça qui marche. Voilà. Et justement, moi, la première question qui me vient en rapport avec quelque chose qui a été dit en introduction de la journée sur le manque de diversité dans les fonds d'investissement et du coup par ricochet dans les startups du portefeuille. Ma première question, c'est selon vous, pourquoi en fait aujourd'hui dans les fonds classiques, et toi tu as bossé dans un fonds classique, on investit si peu en termes de proportion dans des startups qui ont été fondées par des fondateurs et des fondatrices issus de milieux modestes? Est-ce que c'est des biais? Est-ce que c'est peut-être une croyance que ça ne marche pas, etc. Et du coup, le corollaire de ma question, c'est pourquoi on en arrive à devoir créer des fonds qui ont spécifiquement cette thèse pour enfin en arriver à investir dans des startups de ce type-là? C'est une question très compliquée.
Ah, désolé, on va sur les trucs durs, nous, aujourd'hui. Non, mais ça, en fait, on pourrait répondre point par point, mais ça serait très long. Je dirais que le problème, effectivement, du monde de l'investissement, c'est que la plupart des gens qui lancent des initiatives d'investissement sont des gens qui ont de l'argent à l'origine. Parce que pour lancer ce genre de business, il faut être relativement riche, finalement. Ou alors, c'est la croix et la bannière. Voilà. Alors, moi, par exemple, moi, je suis né à Dunkerque, j'ai grandi à Aubervilliers. Je ne suis pas particulièrement riche. Mais du coup, pour moi, ça a pris 15 ans. Pour d'autres, ça va peut-être prendre 1 an. Donc il y a de ça qui fait que naturellement, il y a moins de profils qui s'intéressent à ces sujets-là dans les fonds. Et après, il y a une réalité en face, et ça je pense qu'il ne faut pas la nier, c'est que la qualité de l'entrepreneur est assez liée à son parcours et à son entourage, et qu'aujourd'hui, dans les banlieues, l'entourage est pas forcément aussi puissant que dans un environnement d'héritiers, etc. Alors il y a des gens comme Paul qui arrivent et qui essayent de corriger ça, en créant un entourage beaucoup plus qualitatif et des horizons beaucoup plus ambitieux. Mais historiquement, ça n'a pas été le cas, donc on subit l'impact du fait que historiquement... mais c'est la même... D'une certaine manière, quelqu'un qui vit au fin fond de la Creuse, c'est le même problème. Hein. Il y a un problème d'entourage et d'ambition. Ouais. Est-ce que toi, Paul, quand tu as démarré il y a 10 ans, c'était difficile pour toi de lever des fonds ou pas? Enfin, tu vois, à quoi tu as fait face en termes de recherche d'argent en n'ayant peut-être pas forcément ce fameux entourage, forcément ces codes, etc. Moi, j'ai jamais vraiment souffert de ça, en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, le manque de diversité dans la tech et dans les fonds d'investissement, c'est normal. c'est juste une question de génération. Nous, on est des générations d'enfants d'immigrés. On a vécu dans les quartiers. Enfin, nos parents nous ont ouvert les yeux sur bien travailler à l'école et trouver un taf. Voilà. Quand ça fait 5 générations que tu es en France, c'est fini ça. Le taf, c'est normal, les écoles, c'est normal. Tu t'es créé ton terreau qualitatif et tu as accès à du savoir plus rapidement et plus tôt dans la vie. Tu as un ordinateur plus tôt, tu as un entourage qui a une entreprise depuis 1, 2, 3 générations. Enfin, nous, nos parents ne nous ont jamais dit deviens entrepreneur. Déjà, ils étaient dans un HLM et le HLM, c'était trop bien, ils avaient un toit. Tu vois, enfin, faut se dire que c'est des gens qui ont parfois fui la guerre. Et faut pas se dire que je fais partie de ces gens-là qui se disent le peu de diversité, voir les mêmes visages dans la tech, dans les fonds d'investissement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est normal. Voilà. Parce qu'on n'a pas eu le même temps pour créer cette richesse-là et ce réseau-là. Maintenant, des entrepreneurs qui ont réussi à faire ce saut générationnel, qui ont eu la chance, comme moi, de vivre dans les quartiers, mais avoir très tôt accès à l'Internet et aux ordinateurs, on est là pour corriger, mais quand on dit corriger, il ne faut pas attendre de nous d'être des magiciens. On est là pour corriger le 0,1%. Voilà. Et essayer de trouver des mecs qui ont eu accès à ce savoir-là par je ne sais pas quel biais, de trouver des rôles modèles, de voir des gens qui leur ressemblent, qui ont réussi, et essayer d'aider ces gens-là en leur disant, en fait, c'est facile. Moi, j'ai pas eu de mal à lever. Enfin, lever, c'est dur dans tous les cas. Être une entreprise qui est VC-back, c'est une entreprise sur 1000, qu'on soit blanc, jaune, fille. C'est ce qui est intéressant et pour les VC, c'est qu'est-ce que vous mettez sur la table pour être riche, en fait. Enfin, à un moment donné, c'est des fonds d'investissement, ils sont là pour investir et veulent investir sur le projet qui le crée le plus de valeur le plus rapidement possible. Ça, c'est en vrai donné à tout le monde. Moi, j'ai eu la chance d'accéder à l'Internet très tôt. J'ai compris pas mal de mécanismes. Et quand je suis arrivé il y a 10 ans, je savais que pour lever des fonds, déjà, il fallait avoir un bon projet. Voilà.
C'est con, hein. Mais c'est la base, tu vois. Et, enfin, je vois beaucoup d'entrepreneurs issus des QPV me dire bah, j'arrive pas à lever des fonds parce que je suis en rebeu, je suis en Renoir, machin, etc. Eh frère, laisse tomber. C'est pas ça du tout. C'est assieds-toi, regarde ton projet, va chercher des clients. Si tu as des clients et que tu arrives à des clients à en choper très rapidement et à remplir ton marché, à aller chercher le maximum de valeur autour de toi, le maximum de clients autour de toi rapidement, enfin n'importe quel investisseur, il va pas regarder ta couleur de peau, ton genre, etc. Il va se dire, lui, il a quelque chose d'intéressant qui est en train de croître très vite. Et j'ai aussi détecté en lui une capacité d'écoute. Quand l'investisseur il a investi, il veut un return très rapide, mais aussi il veut aussi faire partie de l'aventure. Donc il cherche des gens qui soient capables d'avoir cette intelligence d'écoute et d'exécution derrière. Mais quand je te dis ça, je t'ai pas parlé du quartier d'où tu viens, ta richesse, ton passé, ta couleur de peau, etc. Je te parle juste de faire du business dans le monde des VC. Et le monde des VC, c'est des gens qui cherchent continuellement à mettre 1 euro et en sortir 100 le plus rapidement possible. Voilà. Tu vois, si tu veux investir à 8% par an, bah, tu achètes un appartement et tu le rembourses en 20 ans. Voilà. C'est ce que font la majorité des Français. Mais ces gens-là ne sont pas la majorité des Français. C'est des gens qui sont dopés à la croissance. Ils veulent un return très rapide en 5 ans, 7 ans, 8 ans. Mais pour ça, des entreprises comme ça, en vrai, qui font autant de croissance, il y en a très peu. Il y en a 1 sur 1000. Donc, ce n'est pas une question d'où l'on vient, c'est une question de projet, de sa capacité à s'entourer des meilleurs, de sa capacité à aller chercher des clients très rapidement. Finalement, cette capacité cette passion d'aller chercher du chiffre d'affaires très rapidement et de faire des choses très grandes sur des marchés très porteurs. Voilà. Et c'est intéressant parce que justement, tu parles de projet. Si je me place côté investisseur, il pourrait y avoir une croyance de se dire bah, ok, si je vais investir dans des projets portés par des gens issus des banlieues ou de la diversité ou que sais-je, peut-être qu'il y aura moins de pipe ou que le pipe sera un peu moins qualitatif parce que je connais pas ou parce que j'ai l'impression qu'il y a moins d'entrepreneurs de ce type-là sur la place et donc je me dis qu'il y aura peut-être moins de volume. Vous, quand vous investissez, qu'est-ce que vous observez quant à la quantité de projets que vous recevez et à la qualité des projets, justement? Moi, je vois de plus en plus de... Excuse-moi. Non, vas-y. Non, vas-y. Vas-y, Romain. Je pense que de toute façon, Paul, il a une approche spécifique où effectivement, il fait appel spécifiquement à ce type d'entrepreneur. Donc mécaniquement, il va avoir une visibilité différente et une réponse différente de moi, j'imagine, là-dessus. Nous, en tant que fonds, indépendamment de Tremplin, qui fait que ça, mais nous, en tant que fonds général, et moi, depuis 15 ans, en moyenne, je reçois 3000 opportunités par an. On va en rencontrer peut-être 500. Et on va investir dans 10. Et sur ces 10, il y en a 2 qui vont marcher. Donc je pense même que le 1 sur 1000, il est... En fait, c'est le 1 sur 1000 pour recevoir de l'argent, mais c'est plutôt 1 sur 10 000 ou 100 000 qui va effectivement marcher à la fin. Il y a une proportion très faible, effectivement, d'entrepreneurs d'origine sociale plus modeste. Si je prends que ça, il y a une qualité moyenne qui est inférieure en termes d'ambition, en termes de façon de présenter. Faut bien comprendre que quand même, il y a des codes dans ce monde-là. Lever des fonds, c'est un métier quasiment à part entière. Il y a des gens qui se professionnalisent pour présenter un truc de manière claire, qui passent des mois et des semaines, avoir vraiment le pitch, le truc, le machin, les chiffres, tout ça, etc. Donc, mécaniquement, quand ça fait depuis 30 ans que tu baignes là-dedans, que ton père l'a fait, que ton grand-père l'a fait, etc., forcément, t'es peut-être plus rodé. Par contre, tu vas peut-être être plus mauvais sur plein d'autres trucs. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc oui, dans un deal flow, si tu regardes les opportunités qu'on reçoit de manière générale, il y a une proportion plus faible et une qualité plus faible. Par contre, et nous, en vrai, c'est surtout ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les anomalies. C'est pas la moyenne, finalement, je m'en fous.
Et par contre, je suis à peu près convaincu que si je regarde, effectivement, j'ai peut-être que 20 dossiers sur 1000 qui viennent d'entrepreneurs comme ça, et j'en ai peut-être que, sur ces 20, j'en ai peut-être 18 qui sont nuls à chier, mais sur les 2 qui vont m'intéresser, il y a une chance qu'il y ait quelque chose qui sorte plus du lot. Parce que bah, il y a de grandes chances qu'il y ait plus d'aspérité, qu'il y ait une approche un peu plus crue ou plus brute ou quoi, et qu'en fait, ça va être beaucoup plus pertinent, parce qu'il y a moins de chichi, il y a moins de trucs, et hop, et en fait, le truc va mieux marcher. Les gens qui vont être recrutés seront des gens meilleurs. Enfin, voilà. C'est l'avantage de... Mais au même titre, moi, j'ai tendance à mélanger le côté, en fait, diversité au sens large. Et encore une fois, que ce soit un ancien pilote de chasse, un ancien chef de cuisine, un ancien sportif, ou quelqu'un qui vient d'un milieu modeste, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est quelqu'un qui va avoir des aspérités particulières, qui va être capable d'attirer des talents particuliers parce que leur histoire peut leur parler, etc., etc. Et donc, moi, c'est l'anomalie que je recherche. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ma perception du truc. Ouais, c'est ça, c'est les bons mots, anomalie. Quand tu fais de l'investissement et dans la tech, dans les startups, n'importe quel entrepreneur est anormal. Tu vois, c'est pas normal de bosser 7 sur 7, d'être passionné comme ça, d'avoir une entreprise en hyper croissance sur un marché qui change la vie des gens. Tu vois, c'est des choses qui sont pas normales. D'avoir une vision et en plus une exécution sur des marchés aussi forts. Voilà, mais c'est ce que recherchent les fonds d'investissement aujourd'hui. Et ça, il y en a, j'ai l'impression, des entrepreneurs qui viennent de QPV, comme tu dis, il y en a de plus en plus. Voilà, nos parents, c'est bon, ils ont eu un toit, ils nous ont mis à l'école. Mais aujourd'hui, les gens que je vois et que je cherche et avec qui j'ai envie de travailler, c'est en vrai, les enfants de mes frères et sœurs, en fait. Voilà, ça y est, ils sont sortis du quartier, ils ont une maison, etc. Ils ont Internet, ils sont sur TikTok, voilà. Et qui veulent faire du business et qui ont compris, ils ont une frustration sur un sujet et ils ont compris qu'ils pouvaient en tirer une grosse valeur. Voilà. Ça commence à arriver et je trouve ça très intéressant de les aider. C'est mon unfair advantage, c'est-à-dire que je suis là-bas, je sais leur parler. Et je vais investir et je vais essayer d'aller trouver la pépite qui me fera mon x100. Voilà. J'ai une logique comme les fonds d'investissement aujourd'hui, tu vois. Mais pour moi, ça devient une opportunité parce que c'est en train de se corriger et vous allez voir la tech dans 10-15 ans, il n'y aura plus de problème de diversité. Parce que ça y est, on a eu des entrepreneurs qui ont réussi, qui viennent de QPV, qui commencent à reverser leur argent, les faire fructifier dans les fonds d'investissement. Les enfants de nos frères et sœurs, ça y est, vont commencer à faire des grandes écoles, HEC, machin, etc., travailler dans les grandes banques, travailler dans les fonds d'investissement, investir dans les startups. Mais ça aura fait 2-3 générations, donc on commence à corriger. Et pour moi, ce qui se passe actuellement, c'est une vague, et j'ai l'impression d'être sur la bonne vague du début, et c'est ça qui est existant. Et est-ce que vous ne pensez pas que cette fenêtre de 10-15 ans que tu évoques pourrait éventuellement être raccourcie si on mettait en place des initiatives peut-être supplémentaires dans l'investissement, rapport aussi à la faible quantité de projets dont tu parlais qui viennent de fondateurs issus des QPV? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi de... je sais pas, quantité d'argent qui est investi dans les projets portés par ces entrepreneurs? Il y a aussi un sujet sur les rôles modèles qui sont peut-être un peu trop peu nombreux aussi aujourd'hui pour justement faire émerger plus de vocations. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de... il faut plus d'argent et plus de rôles modèles pour faire en sorte que le nombre de personnes issues des QPV qui initient des projets soit plus nombreux et que donc cette fenêtre de 10-15 ans peut-être se raccourcisse grâce à ça? Voilà, je ne sais pas si vous avez des... Non, mais il faut que ces rôles modèles-là ils réussissent. Voilà. Mais quand on dit réussir, c'est de faire des grosses entreprises qui font beaucoup d'argent pour pouvoir reverser. Parce que si ces rôles modèles-là réussissent et commencent à investir dans ces profils-là, les fonds d'investissement, encore une fois, ils sont drivés par l'argent. C'est normal, c'est pas mal de le dire.
Ils vont se dire, ah bah lui, il a ouvert une porte, elle est super intéressante. Moi, je ne savais pas qu'il y avait autant d'opportunités là-bas. Je vais m'associer avec lui, je vais lui donner de l'argent pour qu'il investisse, pour que j'investisse à ses côtés. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une anomalie, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de se corriger parce que des profils comme moi, on commence à se faire voir, on commence à reverser. Et les fonds d'investissement, c'est la preuve ici avec Romain, hein, on commence à regarder comment est-ce qu'on peut défricher cette opportunité. Ce qui est beau dans l'investissement, en général, c'est de trouver des terrains à défricher. Et puis, comme tu es le premier, tu es le pionnier, tu te fais aussi la meilleure renommée. Et quand tu as la meilleure renommée, donc le meilleur savoir, les gens t'en font confiance. Et les gens qui te font confiance, qui veulent investir, ils vont t'appeler automatiquement. Ils vont te dire, j'ai 10 millions, 30 millions à faire fructifier. Est-ce que tu peux me déployer? J'ai l'impression que c'est un terrain où on peut se faire un peu d'argent, mais j'y connais rien, aide-moi. Voilà. On en est là aujourd'hui. Et sur la fin de 10-15 ans, j'espère qu'elle sera plus courte. Mais je suis déjà assez optimiste quand je dis 10-15 ans, parce que ce n'est pas une impasse, ce n'est pas quelque chose qui est fermé. Je vois une lumière, mais c'est juste le temps qui va corriger les choses. Et de temps en temps, l'argent va pouvoir accélérer, mais voilà, on va peut-être gagner 1 mois, 2 mois, mais c'est déjà bien. Je pense qu'il faut faire très gaffe à le vrai risque. Et tu vois, tu as parlé d'abord de plus d'argent. Moi, je pense qu'il faut vraiment accepter que plus d'argent, c'est une conséquence d'avoir bien fait les choses. Sinon, on peut très vite tomber dans une logique un peu misérabiliste, à dire en fait, les pauvres, faudrait qu'on mette plus d'argent, mais plus en mode subvention, en mode. Et en fait, la réalité de ce discours, c'est de dire, en fait, ils sont moins bons, donc il faut les aider. Et c'est là où c'est une spirale très négative. Et on a ça sur plein d'autres minorités. Donc, je pense qu'il faut. Moi, ce que j'aime bien garder en tête, c'est des modèles, des mécaniques qu'on comprend bien. Le truc que tout le monde comprend à peu près bien, c'est les écoles, par exemple les écoles de commerce. À un moment donné, il y a une école qui se crée. Il y en a peut-être 100 qui se créent. La réalité, c'est que sur une période qui peut être plus ou moins longue, il y en a quelques-unes qui vont sortir du lot. Pour quelle raison? Parce qu'elles auront bien formé des gens, qui auront créé des boîtes qui marchent bien et qui, du coup, par fidélité pour l'école qui les a formés, vont recruter des gens dans cette école. Du coup, le prestige de cette école va augmenter. Les gens vont avoir des postes à responsabilité. Eux-mêmes vont... Enfin, il y a un cercle qui se crée qui est pas vicieux, là. C'est un cercle vertueux. Donc, il faut faire gaffe à l'ordre dans lequel on dit les choses. Ce qu'il faut, c'est des rôles modèles, c'est montrer des exemples. C'est effectivement... Et il y a une part de chance, parce que c'est très aléatoire. On l'a dit, c'est une boîte sur 100 000. Donc, il faut que... Enfin, le facteur, pour moi, qui a le plus d'impact sur est-ce que ça va être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est la chance qu'on a qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 qui fassent des trucs exceptionnels. Parce que mécaniquement, s'il y en a 10 dans les 5 prochaines années qui font des trucs exceptionnels, cette boucle, elle va aller beaucoup plus vite. C'est ça le facteur. Mais malheureusement, on ne le maîtrise pas énormément. Ça reste très aléatoire. Les marchés, c'est aléatoire. C'est de la biologie, les marchés. On ne sait pas. Là, on voit l'IA arriver. Demain, il y a un Covid, un truc. Tout ça, ça a des impacts énormes. Ça change complètement la donne. Donc, il faut vivre avec les événements qui arrivent au fur et à mesure. Il faut qu'on ait de la chance sur la réduction des cycles qui sont nécessaires. Mais il faut accepter que c'est organique. C'est pas, évidemment, c'est comme les quotas, etc. Il y a toujours c'est toujours bien d'essayer d'accélérer, mais il ne faut pas tomber dans le misérabilisme. Parce que ça ralentit la dynamique générale. Ouais, puis on en parlait dans la table ronde précédente, mais ça crée aussi de l'entre-soi qui n'est pas bénéfique dans ce type de milieu où justement on a besoin de s'ouvrir, on a besoin de... L'entre-soi, c'est encore une fois, et tu vas croire que je suis un malade, mais c'est normal. Tu vois, on fait tous de l'entre-soi. Tu vois, je suis un peu dans la musique. Enfin, crois-moi que quand je viens d'Evry, tu vois, Kobalade, Niska, tout ça, c'est l'entre-soi, c'est Evry. Tu vois, on est là et ils font la même chose en fait dans l'entrepreneuriat. Ils sont là, ils vont monter une boîte, mais embaucher une personne, c'est ce qui est le plus long et plus compliqué. Enfin, quand tu es à Versailles ou à Julian-Josas, tu es à côté d'HEC, je vois pas pourquoi tu irais chercher ailleurs en fait. Enfin, moi, je me mets à leur place, je vais chercher là-bas, ils sont formés, etc. Voilà, c'est normal. Il y a de l'entre-soi un peu partout, d'accord. Il faut toujours regarder les équilibres.
Mais il ne faut pas en vouloir. Par contre, dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose de sociétal. Tu vois, à un moment donné, on embauche des gens, on fait travailler des gens, et on a envie d'aller au travail avec une France qui nous ressemble. Voilà. C'est plus de l'artistique. Et ça, c'est très important de le peser, de le savoir et d'avoir des initiatives qui les corrigent. Et ça, c'est une initiative. Mais encore une fois, hein, on est dans du business, voilà, du business extrêmement compliqué où déjà le taux d'échec est énormissime. Donc, quand tu investis de l'argent, tu fais très attention et tu vas investir de l'argent là où ça te rassure le plus. Voilà. Et il faut bien connaître cette nature de personne dans laquelle tu investis. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans la salle, il y a pas mal d'entrepreneurs. Expo Favela a justement sélectionné 40 porteurs de projets qui sont là. Et du coup, ma question, avant de leur laisser la parole, parce qu'après, on va leur laisser poser des questions, est-ce que vous auriez des conseils peut-être pour eux si jamais ils cherchent à aller lever de l'argent, quels conseils vous leur donneriez? Et puis, ce qui va avec aussi, c'est quels conseils vous leur donneriez pour créer quelque chose de grand si c'est leur ambition? C'est pas facile. C'est pas facile parce que les entreprises qui lèvent de l'argent, elles ont toutes des stades différents. D'accord ? Mais si je devais faire une généralité, ne levez pas d'argent. Ne levez pas d'argent. C'est beaucoup mieux. Ne levez pas d'argent. Ne levez pas d'argent. Voilà. Faites un business qui est incroyable sans argent. Voilà. Lever de l'argent, même pour moi, on est toujours mis en exemple, il a levé 50 bars, 30 bars, etc. La vérité, c'est qu'il y a un pourcentage d'échecs là-dedans. Voilà. J'ai pas réussi à aller où je voulais par moi-même. Voilà. Donc je suis obligé d'ouvrir la porte, faire asseoir dans mon salon des gens que je connais depuis 3 mois. Voilà. Donc ne levez pas d'argent. Non, c'est essentiel ce que Paul dit. Alors on l'a dit, de toute façon, c'est une boîte sur 100 000 ou quoi. Donc, objectivement, vous êtes entrepreneur, il y a peu de chances que vous soyez 1 pour 1000. Vous êtes beaucoup plus probablement dans les 999 que dans les 1. Et la réalité du tissu économique, c'est ça. La majorité des boîtes, elles sont dans les 999, elles ne sont pas dans les 1. Donc, oui, il y a un engouement médiatique, mais comme sur beaucoup de sujets, malheureusement, on nous met des idées dans la tête qui sont assez farfelues. Et ça, c'en est un, typiquement, le côté je monte une boîte, je lève de l'argent. C'est une énorme connerie. Hein. Moi, je fais souvent un parallèle, alors faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais la majorité des gens, ils conduisent une Peugeot 308. Ils ne conduisent pas un Rafale. Il n'y a pas beaucoup de pilotes de Rafale. La réalité, c'est que lever des fonds, c'est l'équivalent d'essayer de mettre du kérosène dans une 308. C'est pas malin, ça ne marchera pas. Et si le but, c'est d'aller faire 200 bornes sur l'autoroute, il n'y a pas besoin de mettre du kérosène, machin. Le kérosène, il ne sert que à mettre dans un Rafale pour aller faire la guerre, c'est tout. Enfin, et ça veut dire que dans l'avion, c'est un mec qui s'entraîne depuis 30 ans. Ça veut dire que l'enjeu, il est extrêmement complexe, qu'il faut un truc qui va à Mach 2. C'est très spécifique. C'est pour ça que c'est 1 sur 1000. Donc cette espèce de vouloir à tout prix, ça y est, j'ai une demi-idée dans la tête, je vais aller voir des investisseurs, c'est pas logique en fait. C'est pas comme ça que ça se faisait avant. Oui, c'est ce qu'on lit dans les journaux aujourd'hui depuis 5 ans, mais c'est pas logique, ça n'a pas de sens. Donc déjà, le point de départ, c'est ça, c'est faites des boîtes qui sont rentables depuis le premier jour, ou quand vous tout seul, au début, vous vendez et ça rapporte plus d'argent que ce que ça vous a coûté. Moi, j'ai fait 3 millions de chiffre d'affaires tout seul, soir et week-end, pendant mes études. J'ai jamais mis 1 euro. Hein. Et justement, c'est un défaut, et c'est pour ça que ça n'a pas marché à la fin, c'est parce que j'avais peur de mettre 1 euro. Moi, je voulais surtout pas réinvestir de l'argent que j'avais gagné. Je voulais le garder pour moi et acheter des trucs. Donc, le business, à l'origine, c'est ça. Et dans certains cas très spécifiques, et en particulier si c'est avec des modèles ou des ambitions qui sont particulièrement ambitieuses, qui demandent, je sais pas moi, de construire une usine, un entrepôt logistique, etc., bah là, oui, peut-être que là, il faut réfléchir à lever des sous. Mais il ne faut pas que ça soit l'origine, quoi.
C'est ça. Et si on investit, si vous voulez quand même investir, chercher un investissement après qu'on vous ait dit ne le faites pas, on va regarder. C'est très dur de répondre à ces questions parce qu'il y a des différents stades de boîtes, mais on va regarder potentiellement 2 choses. Le premier, c'est le unfair advantage. Tu vois, c'est j'ai bossé 10 ans à l'intérim, j'ai vu que la tech a été complètement claquée. Regarde, si on fait ça, avec ces personnes-là, on va aller déchirer un marché de 50 milliards. Ce genre d'expertise et de vision, ça s'écoute. Mais parce qu'il y a un unfair advantage, un mec qui vient du truc, il connaît mieux que toi, et il t'embarque, ça, c'est cool. Le deuxième truc qu'on peut regarder et qui est super intéressant, c'est vous avez un produit, vous avez une idée et vous avez essoré tous les clients que vous connaissez, que vous avez, votre marché. C'est-à-dire, tu vois, je lance une boîte, une app de VTC à Paris. 100% des VTC, ils sont clients de mon app et ça cartonne. Et je veux aller plus vite, je veux faire 100 villes, il me faut 100 millions. Ok. Il a eu tous les VTC en 6 mois, tout le monde l'utilise. Il y a un truc exceptionnel qui se passe. Il veut ouvrir 100 villes, il veut répliquer le playbook dans 100 villes. Il faut 100 bars, on lui donne 100 millions. Voilà. Ces 2 trucs-là, si vous les avez, c'est un bel avantage. Et en tout cas, c'est une belle porte pour aller chercher des fonds d'investissement. Voilà. Faut voir le... Faut penser être un train. L'investisseur, il va monter que dans un train qui roule déjà très vite, quoi. Un train à l'arrêt, à la gare, qui ne sait pas encore à quelle destination on va et qui n'a pas encore de passagers dedans, etc. Non, ça ne l'intéresse pas. Donc, soit dans le discours, soit dans les faits. Alors, il y en a qui sont très forts à donner l'impression que le train est déjà parti et tout. C'est aussi un talent et c'est très bien. Donc, soit dans le discours, soit dans les faits, il faut absolument... Si encore vous êtes dans cette minorité de boîtes qui justifie d'aller chercher des trucs absolument gigantesques, votre priorité dans la logique de levée de fonds, c'est prouver que ce train, il est déjà sur des rails, il va déjà très vite, et lui, son opportunité, c'est de monter dans un train qui roule déjà très vite. Et c'est bien que vous le rappeliez, parce que ce qu'on entend et ce qu'on lit de plus en plus, c'est il a levé sur des slides. Or, c'est pas. Mais il a levé sur des slides. Ou alors c'est quelqu'un de spécifique. Mais il le mérite. Ouais. Enfin, tous ceux qui me disent ce mec-là, il a pris 10 millions sur des slides, il le mérite. Parce qu'il a eu 10 ans d'expérience sur quelque chose. Voilà. C'est le mec qui a travaillé 10 ans chez DeepMind. Il veut lancer une boîte dans l'AI. Mais il a 3 slides. C'est bon. Au bon endroit, au bon moment. Bon endroit, bon moment. Il le mérite. Voilà. Tous ceux il a déjà vendu 2 boîtes. Bah oui, c'est plus facile de lui filer 10 millions sur des slides. Si vous avez un produit, ça fait 6 mois, vous avez vu 4000 business angels, vous avez tous les fonds d'investissement, vous n'avez pas pris 1 euro, le problème, ce n'est pas les investisseurs. C'est votre business, il est claqué. Merci pour cette honnêteté. Alors, je vais proposer au public de poser des questions. On en a une. Je vais en prendre 3. 3. Voilà. Donc, positionnez-vous. Il y aura 3 questions. Bonjour. Yannick Geffroy, les Brocodiles SA. Je suis en train de monter une entreprise de valorisation et négoce de matériel et déchets informatiques. Il y a quelque chose de très intéressant quand l'intervenante vous a demandé un conseil. Vous avez dit effectivement levez pas de fonds. Et effectivement, c'est pas mal parce que les conseilleurs, c'est pas les payeurs. Et voilà. Moi là, je suis en première année sur une boîte. Des conseils, mais ça se bagarre pour m'en donner. Effectivement, pour donner des conseils sur les choses de l'aide à la création d'entreprise. On a beaucoup de mentorat de compétences, de coaching, de formation, dans tous les sens. Effectivement, l'argent l'argent public, notamment de financement aux entreprises... Nos impôts. Mais il va pas mal dans les organismes de formation, etc. Moi, j'ai compris que fallait pas que je compte dessus, quoi. Donc...
j'ai compris aussi cette année avec des expériences que voilà, une entrée au capital, un investisseur, c'était pas la bonne idée. C'était pas la bonne idée. Il faut que je fasse avec ce que j'ai, finalement. Et par contre, effectivement, il y a quelque chose qui peut marcher, quoi. C'est quelqu'un qui devient client. C'est-à-dire quelqu'un qui a un réseau. Je peux proposer, moi, le truc que je sais faire, c'est des formations, des ateliers jeunesse, etc. Alors, voilà, j'aimerais bien 80 000 balles pour monter un deuxième local que je fais. En fait, quelqu'un qui m'apporte 80 000 balles, c'est pas mon argent. Moi, j'ai une société, j'ai 5 000 balles de capital, c'est ça mon argent, quoi. Et bon, il est plus, je suis au bout de mes fonds propres. Maintenant, j'ai du stock, je dois faire avec ce que j'ai, quoi. Et donc, le fait qu'il finalement m'apporte du chiffre d'affaires que je peux faire moi-même, c'est-à-dire que je peux avoir des clients, il va m'aider, il s'engage à m'aider à faire des formations. Ça, c'est pas mal, il y a un engagement, quoi. Et je crois que c'est ça, à ce stade-là, je pense à un niveau, avant l'investissement, il faut qu'il y ait un engagement. Et c'est pas forcément du pognon. C'est parfois des petits trucs, des moyens, des ressources, des contacts pour avoir d'autres clients, pour voilà, un engagement avec, ça peut être des clients, des fournisseurs, mais des partenaires. Mais plus que l'argent, c'est l'engagement. Enfin, avec votre réponse, je crois que je le perçois un peu comme ça. Ouais, c'est ça. La meilleure façon, mais la meilleure façon de se faire financer, c'est pas être devant la porte de l'investisseur, mais c'est d'avoir l'investisseur devant sa porte. Parce qu'il a repéré la pépite que personne n'a vue. Si vous êtes dans une démarche proactive, déjà, il y a un petit problème. Si vous êtes concentré sur votre produit et qu'il est génial, je vous assure, vous aurez une queue d'investisseurs. Moi, mon premier investisseur, c'est Kima, donc c'est le fonds de Xavier Niel. C'était au bout de 2 ans de travail. Je reçois un email. Ouais, salut, j'ai fait l'apéro, j'ai commandé sur ton site, c'est génial, etc. Est-ce que tu serais en train de chercher de l'argent ou à l'écoute de ça? Ben là, j'avais l'investisseur dans ma boîte mail. Je lui ai jamais envoyé un email. Tu vois? Ça, c'est la bonne façon. Parce qu'ils ont vu un produit sympa, ils ont fait leur screen, t'inquiète, c'est leur travail. Ils ont vu qui a monté la boîte, que machin, etc. Ils avaient vu que j'étais dans la tech depuis un moment, que je suis dans les réseaux, des relations communes sur LinkedIn, etc., etc. Il était devant ma porte, pas l'inverse. Voilà. Par contre, j'étais devant la porte de tous mes clients. Voilà. De tous mes clients. Et ça, c'est le plus important. Si vous n'êtes pas devant la porte de tous vos clients, vous êtes dans le vide. Vous faites les choses à l'envers. Voilà. Et vous allez être triste et vous allez dire j'ai pas d'investissement parce que je suis en Renoir, je suis en Rebeu, je suis marocain, je suis algérien. Et ça, c'est de la mouque. Le seul truc qui compte dans le business, c'est l'oseille. Voilà. Bonjour. D'abord, merci. Merci pour autant d'authenticité. Et moi, ma question, je prends le conseil de lever pas de fonds. Franchement, je prends et je suis même d'accord. Mais maintenant, pour les projets où forcément, ça nécessite d'aller lever des fonds et tout de suite. Est-ce que pour vous, c'est cohérent? Ça existe des projets qui ont besoin de... Sûr. Ok, on est d'accord. Donc, pour ces projets-là, forcément, vu qu'ils sont au début, ces personnes, on ne les connaît pas. C'est ce que on en revient au deck de 6 slides et le mec qui prend 10 bars. Voilà. C'est quoi? Raconte-moi ta vie. Mais ok, mais voilà. pour Raconte-moi ta vie parce qu'il en est au moment de sa vie où il a tout compris. Ah ouais, d'accord. Okay. Si t'es le mec dans le monde qui doit monter ce projet, l'argent il va tomber. Mais la question c'est est-ce que t'es le mec dans le monde ou parmi les 5 mecs dans le monde qui sont les plus pertinents pour monter ce projet? Ça veut dire que tu te seras probablement déjà associé avec 2 des 5 autres mecs dans le monde qui doivent monter ce projet, et ça on va le voir. Parce que quel que soit ton sujet, les experts de ça, ils se trouvent. Donc si toi tu me dis, écoute, effectivement j'ai un projet qui nécessite de l'argent dès le début. C'est rare quand même. La plupart des trucs, tu peux faire beaucoup de choses sans argent. On vit dans un monde où tu peux... construire des technologies assez pointues avec zéro.
Mais admettons, tu es dans le spatial, il faut que tu montes une usine, bon, j'en sais rien. Mais viens en me disant, voilà, moi je suis déjà allé voir les 5 experts mondiaux de ça, ils sont chauds, ils vont mettre 5000 balles, ou 50, ou 100, ou j'en sais rien. Tu vois, facilite-moi la vie en fait, montre-moi que c'est toi le mec qui doit faire ça. Et du coup, on va en venir au point de la valorisation. Sur des boîtes déjà existantes, des startups existantes qui veulent faire pour développer, ils font rentrer des gens au capital. Il y a forcément des critères qui vont plus ou moins influencer sur la valorisation. Mais si on est sur un début d'activité, sur quels critères on va se baser? Est-ce que ça se négocie? Comment que ça se passe en réalité? La valorisation, c'est de l'offre et de la demande. C'est comme le prix de tout. Le prix de quelque chose, il est fixé par combien de gens le fournissent et combien de gens le veulent. Tous les prix sont fixés comme ça. Sinon, c'est subventionné, c'est artificiel et ça va finir par merder. Donc la valorisation d'une boîte, c'est pareil. C'est l'offre et la demande. Est-ce que tout le monde va investir chez toi? Et combien il y a d'autres gens qui font la même chose que toi? Grosso merdo, ça va être ça. Après, à des stades très jeunes, il y a aussi une grosse composante qui joue. Et là, qui va dépendre de l'intelligence des investisseurs avec lesquels tu parles. C'est des logiques de dilution. Donc, si je mets 1 million chez toi, mais que la valo, c'est 1,5 million, et que du coup, tu n'as plus rien du capital, il y a de grandes chances que le projet soit mort dans l'œuf. Donc là, il y a un équilibre à trouver pour que toi, tu aies suffisamment de capital lors de cet investissement-là, et puis potentiellement en anticipant d'autres qu'il faudrait dans le futur. Et donc là, il y a une intelligence et un équilibre à trouver, à dire, et toi, c'est à toi aussi de le faire valoir en tant qu'entrepreneur, de dire, mec, ouais, ok, tu me proposes 1 million de valo, mais moi, du coup, j'aurais plus de capital, ça sert à quoi? Voilà. Donc ça, c'est la part de négo dans ces logiques de valorisation, où il faut juste être équilibré. Et parfois, les investisseurs sont des cons, et il ne faut pas bosser avec eux, ça arrive. Et puis parfois, ils sont intelligents, et il y a un alignement d'intérêts, et vous trouverez un équilibre, et tout ira très bien. Ok, merci. Juste, si vous pouvez nous donner 3 critères. Donc il y a être la bonne personne pour ce projet. Si on doit en donner 2 autres, qui sont accessibles en tant que débutant. C'est ça, il y a 1, 2 et 3, tiens. Oui, le truc, c'est que quand tu dis être la bonne personne, ça implique plein de choses. Donc il y a le côté je connais le sujet, je suis expert mondial, je suis ceci, je suis cela. Après, on parle quand même de monter des boîtes. Donc moi, tu vois, chez nous, j'aurais envie de te dire, mes 3 critères les plus faciles, c'est d'essayer de juger à quel point tu vas être la meilleure personne pour attirer, retenir et faire grandir les meilleurs talents pour créer cette boîte-là. Parce qu'à la fin de la journée, tu dois devoir créer une boîte. Et créer une boîte, c'est recruter des gens qui vont faire des trucs. Donc moi, ce que je vais rechercher, mais c'est personnel, tu vois, moi, je suis convaincu que le succès d'une boîte, c'est la conséquence du succès des employés. Donc ce que je vais voir, c'est à quel point toi, tu es excellentissime pour aller chercher des gens qui sont incroyables et qui vont se donner comme des chiens pour faire réussir ce projet-là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question avant de clôturer? Ah, pardon, merci. Ah, toi aussi, tu as une question? Ah, allez, vous deux. Bonjour, je m'appelle Diane Obongo. Merci pour votre présence et les conseils que vous nous donnez. Ma question serait, quels sont les avantages et les inconvénients de faire un appel à un investisseur? Les avantages, c'est si tu conduis un Rafale, il va te mettre l'essence qui te permet d'aller là où tu veux avec, aller vite du point A au point B. Voilà, ça c'est l'avantage. Et les inconvénients, c'est que tu n'es plus chez toi. Il y a d'autres gens qui vont te donner des avis sur ce que tu fais. C'est que si, pour une raison ou pour une autre, lui, il a des problèmes dans sa boîte à lui, ça peut t'impacter toi. S'il a plus d'argent, s'il a des problèmes, si quoi que ce soit, il peut, lui, avoir un impact sur toi qui va faire que tu vas être obligé de vendre ta boîte alors que ce n'est pas le moment, ou de réduire les coûts, ou d'arrêter, j'en sais rien. Il peut y avoir plein d'impacts comme ça, mais comme tout associé. Hein. En fait, sans aller dans le détail, j'ai envie de te dire, les avantages et les inconvénients, c'est à peu près les mêmes que de choisir un cofondateur. C'est... Tu t'associes à quelqu'un qui va être là pendant très longtemps et tu vas dépendre de lui d'une certaine manière, avec des échelles qui peuvent être différentes, mais d'une manière systématique, tu vas dépendre de lui. Et donc, tu décides plus toute seule. Et ça, c'est chiant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lever. Merci bien.
Je voulais vous poser, merci déjà pour la présentation. Je voulais vous poser une question par rapport à les banlieues. Vous investissez dans les banlieues pour les entrepreneurs qui sont en banlieue et qui font partie des gens qui ont eu la chance d'avoir un contexte familial favorable et qui ont eu la motivation de par leur contexte. Comment les banlieues elles voient les résultats de cet investissement que vous faites finalement de manière un peu large quand même. Je veux dire parce que vous prenez des personnes, j'ai pas les mots. Vous prenez des personnes qui sont un peu isolées, on va dire. Et comment toute la banlieue elle peut bénéficier de tout ça? Est-ce que c'est des investissements de la banlieue pour la banlieue, ou est-ce que c'est des gens qui vont finalement évoluer autre part et qu'on ne va pas en voir les répercussions? Je ne sais pas si vous comprenez. Comment? Voilà. Non, mais nous, on n'est pas une agence de com en disant salut, sur le 4x3, l'arrêt de bus, on investit dans la banlieue. Déjà, je pars du principe que l'entrepreneur, il va faire quelque chose d'exceptionnel. Il va aussi avoir cette curiosité d'esprit pour aller trouver des raccourcis pour parler aux bonnes personnes. Déjà, c'est un truc super important. Tu vois, quelqu'un qui cherche à s'en sortir et à trouver des solutions va rentrer en contact avec nous. Voilà, ça c'est une chose. Après, si j'ai à peu près compris ta question, pourquoi investir en banlieue? Enfin, tu vois, il y en a, pourquoi ils investissent uniquement dans des entrepreneurs d'HEC? Enfin, moi, je viens de la banlieue, voilà. Je m'y sens bien, j'y vis encore. Ouais, mais justement, je crois que c'était ça la question. C'était, tu vois, d'un point de vue économique, quand tu investis dans la banlieue, dans quelle mesure l'argent qui va être généré va rester dans la banlieue? Donc, typiquement, toi, quand tu as créé La Belle Vie, tu es d'Evry. Est-ce que tu as décidé d'implanter ton entreprise à Évry? Est-ce que tu recrutes des gens de là-bas? C'était un peu ça, quoi. C'était vraiment d'un point de vue économique. Tu vois, est-ce qu'il y a un cercle vertueux qui se crée pour la banlieue? Est-ce que cet argent, il va circuler? Moi, je ne suis pas le maire des banlieues, d'accord. Je suis père de famille et j'ai envie d'avoir une vie agréable, d'accord. Pour faire ça, il faut que je travaille, ok. Par contre, le fruit de mon travail, qui est un peu d'argent, c'est j'ai envie de l'investir. Et quand je dis investissement, c'est pas quelque chose de capitaliste. Déjà, investir, ça me fait plaisir. Quand je dis investissement, j'accompagne des gens avec qui je peux faire un bout de chemin, donc des copains, tu vois. Et mes copains, à moi, ils sont plutôt look banlieusard. Et en plus de ça, je peux leur apporter des choses parce que je connais ce milieu-là. Tu vois, j'investis par plaisir et j'ai l'impression que je peux créer une connexion intellectuelle et affective avec ces personnes qui viennent de banlieue, parce que moi-même, j'y viens et je m'y sens bien et j'ai envie qu'il y ait d'autres mecs comme moi qui viennent à côté de moi à des séances de talk comme ça. Voilà. Après, investir pour faire grandir la banlieue et faire des beaux bâtiments, machin, etc. Bon, ça c'est un truc du ministère, c'est pas mon délire. Voilà. Mon délire, à moi, c'est de prendre une personne, la faire grandir, et si elle arrive à réussir, elle va rayonner justement sur sa banlieue, peu importe d'où elle vient, tu vois. Je reprends encore l'exemple d'amis chanteurs. Bah, tu vois, ils habitent plus du tout à Évry, mais c'est Niska d'Évry, quoi, tu vois. Et il fait rayonner par sa réussite la banlieue d'où il vient. Ben, j'ai l'impression que j'ai envie de faire ça, mais pas d'un côté chanteur ni artiste, mais plutôt d'un côté entrepreneurial. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je citais l'idée de l'école et tout. C'est organique en fait. Et Paul l'a très bien dit. Tu vois, moi j'ai même pas la télé. Je saurais même pas te citer 2 noms de ministres en France. J'en ai aucune idée et j'en ai rien à faire. Si. Clara. Comment ? Clara. Clara, voilà, apparemment. Si tu veux encore d'argent, on dit Clara. Pour te dire, en fait, il y a 2 mondes. Il y a un monde d'activisme, et c'est très bien. Tu vois, et moi, mon activisme, il est sur... Effectivement, moi aussi, je suis père de famille, et ma priorité, c'est ça. Mon activisme, j'ai l'impression que là où il faut mettre de l'énergie, c'est sur le climat et la santé. Tu vois, ça me paraît des combats qui sont absolument transversaux. Ça concerne tout le monde. Donc oui, si je dois mettre de l'argent, je vais le mettre là-dessus.
Après, il y a plein d'autres causes qui sont très pertinentes, mais c'est des causes politiques. La réalité, c'est que là où je suis absolument certain qu'on va faire du bien à la banlieue, c'est en conséquence que si en banlieue, il y a des gens qui font des trucs bien, eh ben oui, ça va bénéficier à la banlieue, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent de cette origine-là qui font des grandes choses. Mais c'est pas pour la banlieue qu'on le fait, c'est juste que ça marche. Si ça marche, on va le faire. Si ça marche pas, on va pas le faire. Il y a un monde politique et il y a un monde économique. Il y a le business, il y a la politique. La politique, ils font des trucs pour se faire élire et dans des démarches très tiens, telle cause, tel truc, quel machin. Et puis il y a le business, et le business, ça investit là où ça marche. Il ne faut pas mélanger les deux parce que par définition, c'est pas compatible. Donc il faut juste faire un truc qui marche. Moi, j'ai besoin de savoir, en fait... Tu veux venir là? Non, quand même pas. C'est chaud. Non, plus sérieusement, en fait, pourquoi je pose ces questions? Moi, j'ai une société, enfin, je la crée là, une société sur des travaux de seconde œuvre dans le BTP. Moi, j'y suis depuis que j'ai l'âge de 13 ans. À la base, je suis dans la plomberie, après, je me suis développé dans d'autres corps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs et d'optimisation qui n'étaient pas faits, du moins sur les travaux de seconde œuvre. Et moi, de mon côté, j'ai pris l'initiative, quand je travaillais chez des patrons, de mettre en place certaines choses. Je ne pouvais pas tout mettre parce que j'avais très clairement la crainte qu'on me vole l'idée. Donc je faisais, après je recassais ça pour pas qu'on me voie. Et je voyais le résultat. De la plomberie? Tout. Tu cassais la plomberie? Non, je mettais en place des processus. En fait, c'est beaucoup d'optimisation et préparation du chantier. Tout se jouait là-dessus. Et je voyais que les équipes perdaient beaucoup de temps à aller chercher du matos, à l'outil, parce que souvent ils se partagent, ils sont souvent par binôme sur les chantiers, tous ces trucs. Donc j'ai optimisé au maximum. Et après, je me suis mis à mon compte avec un copain où on a pu vraiment être libre et pouvoir le faire. Et donc, j'ai, entre guillemets, une recette. Entre guillemets. Et maintenant que j'ai la recette, je veux la développer. Tout de suite, très gros, très clairement. Parce que j'ai peur que si je la fais à basse échelle et que je prends mon temps et que ça peut très bien se faire, que des gros groupes... Ah, n'aie pas peur. Ça n'existe pas, ça. Ouais, mais quand même, des gros groupes, ils peuvent voir que ça prend, ils vont creuser de comment ça se fait. Les concurrents, c'est Carrefour, mec. 90 milliards. Ouais, bon, là, c'est... Rien à foutre. Toutes les boîtes qu'on voit... Je vais les bouffer. Toutes les boîtes qu'on voit, Google peut les bouffer. Ça, Ouais. on ne nous empêche pas d'investir. Vrai, Google, je Google, suis mec. d'accord. Maintenant, il y a OpenAI. OpenAI peut bouffer tout le monde, ça ne nous empêche pas d'investir. La réalité, c'est que c'est comme le roi lion. C'est le cycle de la vie. Il y aura toujours des petits qui viennent bouffer des gros, qui meurent, et des petits qui remplacent, qui deviennent gros, qui meurent, et des petits... Ça sera toujours comme ça. Ça ne va pas s'arrêter. Pense pas aux gros. À la limite, pense à ton concurrent juste à côté qui vise les mêmes clients, qui est dans le même quartier, qui fait le même truc. À la limite, oui, lui. Ouais. Mais le gros, il n'a aucune idée que tu existes. Il a des process, il a des centaines de personnes. Il n'y en a aucun qui individuellement a le pouvoir de faire quoi que ce soit. Donc t'inquiète pas, il va jamais venir t'emmerder. Je parle pas forcément de la personne à la tête du groupe, mais je sais pas, un chef d'équipe ou... Ouais, mais le chef d'équipe, il n'a pas les moyens de faire bouger le groupe. Bah, s'il peut amener cette solution à son supérieur. Statistiquement, n'aie pas peur. Eh, j'en ai vu plein, hein, ils sont même parfois ministres. Hein. Oh, on va faire livrer les courses vite fait. Ouais, mais si c'est je un les vrai ai tous impact... vus. Hein. Ils ont fait l'ENA, HEC, ce que tu as envie. Hein. Okay. Allez, ciao. Des gens qui font, il n'y en a pas beaucoup. Et s'ils sont employés dans un grand groupe, c'est que ce pas des gens qui font. Mais oui. Donc t'inquiète pas. Je suis d'accord. Voilà. Ok. Bah, maintenant, venons à l'idée... Ah, mais vas-y, mais fais du bif. Dis-lui, fais du bif, s'il te plaît. Moi, j'en fais, heureusement, mais pas au point de pouvoir développer ça au national. Si, c'est juste qu'il te faut plus de temps. Du temps. Voilà. Du temps tous les jours. Il y a ce facteur-là. T'inquiète pas. Lève-toi, va faire du bif déjà. Va plus vite que les autres qui le font sans argent et tu vas gagner. La réponse, c'est pas d'avoir un input extérieur. Compare-toi à ce qui est comparable. Le même mec à la même taille va plus vite que lui. Va plus vite que toi hier. Tu vas gagner. Mais ça mettra du temps à atteindre ces gros groupes. Pas de raccourcis. Tu veux faire un truc avec des raccourcis, ça perd. Ah ouais. Tu prends des raccourcis, tu perds. Les choses qui marchent, c'est des choses qui sont faites de manière saine, organique, pérenne.
Tu prends ton temps, tu prends pas de raccourci, tu fais bien tous les jours de 8h à 20h, tu vas gagner. Zéro doute. Et si je meurs, on fait comment? Bah, et un associé. Et en même temps, si tu meurs, ce sera plus ton problème. Bah merci en tout cas. Mais j'avais une autre question. Je peux? Bonjour Paul, bonjour Romain. Alors, je m'appelle Vincent, je suis le fondateur de Middle Job. C'est une application qui fait des mises en relation semi-anonymes entre candidats et recruteurs pour lutter contre les discriminations à l'embauche. On a fusionné les fonctionnalités des applications de dating, des réseaux sociaux pour avoir une expérience utilisateur qui répond aux habitudes numériques actuelles. Et c'est l'IA qui fait la mise en relation. Et l'IA, c'est aussi un assistant pour aider les recruteurs et les candidats sur des tâches chronophages. Ma question, c'est si vous investissez que sur des personnes qui ont, par exemple, comme Paul t'a dit, qui ont 10 ans d'expérience dans le recrutement. Et Ça, c'est un exemple. Oui, non, c'est un exemple, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux dire, si on va avoir des investisseurs, est-ce que l'expérience de la vie compte? Parce que, par exemple, moi, je me suis associé avec des gens qui ont 10 ans de recrutement, mais moi, j'ai 10 ans, j'ai même plus 15 ans d'expérience en tant que candidat. Et c'est ce pain-là que j'ai rapporté en tant que candidat. Est-ce que ça compte aussi quand je vais voir des invests? Traduis-le en pourquoi c'est pertinent. C'est à toi de faire ce boulot. Peut-être que tes expériences, elles sont absolument pertinentes. Traduis-le, explique-nous pourquoi. Si c'est pertinent, évidemment que ça va nous parler. Ok. Mais non, on n'a pas une approche systématique de se dire ah tiens, je vais aller lui regarder si sa vie. On s'en fout. On n'a pas le temps de faire ça. Donc toi, prouve-le-nous et voilà. Ouais, mais comment je peux vous le prouver si votre discours c'était oui, il faut qu'il s'associe aux meilleurs, etc. Alors que si j'ai de la discrimination à l'embauche, il y a aussi de la discrimination dans l'association. Et moi, par exemple, si je vais dans un quartier. C'est des excuses. Non, c'est pas des excuses. Bah, et moi, je trouve que oui. Si. Va voir. Je te garantis qu'aujourd'hui, s'il y a des experts dans ton domaine et que tu les contactes et que tu es pertinent, ils vont te répondre et tu vas pouvoir Non, bien avec sûr, eux. j'échange avec eux, mais je veux dire, mais Bah voilà. l'association, c'est un autre niveau. Il y a. Enfin, comment dire? Ah non, moi, on n'a jamais dit qu'il fallait que tu t'associes spécifiquement avec ceci. Prouve-nous, enfin, fais-nous gagner du temps en fait. Nous, on ne peut pas être expert de tout parce qu'on envoie 3000 par an. Donc, montre-moi que d'une manière ou d'une autre, tu as réussi à convaincre des gens qui sont les pontes de ce domaine-là dans le monde, que ce soit parce qu'ils sont devenus advisors, parce que tu l'as recruté, parce qu'il a investi, parce que juste il vient avec toi au rendez-vous, parce que si je lui envoie un mail et que je lui dis tu connais ce gars-là, il me répond oui, tout ça, ça marche, je m'en fous moi. Tant que tu as réussi, c'est un proxy. Montre-moi que tu es dans ce top 1% de ce que tu fais. Des preuves de traction. Toujours pareil, Ok. momentum, traction. Super, merci. Je l'ai cramé. Il a essayé de poser une autre question, je l'ai vu. Merci beaucoup à vous deux, c'était super. Merci au public pour vos questions et on va se retrouver à 14h pour une autre table ronde sur l'internationalisation notamment des favelas, des projets issus des favelas. Donc voilà. Et puis d'ici là, vous pouvez aller déjeuner et profiter. Merci. Là, tu bouges. Bon,